largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier À temps, votre puisque avis, derrière, il- pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du salon Agrimax à Metz. On va s'intéresser aux vétérinaires. Stéphane Dehoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et président du groupement technique vétérinaire du Grand Est. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Alors, j'ai une première question. Il y a quand même pas mal de problématiques autour aujourd'hui des vétérinaires dans le milieu rural. Ma première question est très simple. Est-ce qu'on a encore assez de vétérinaires en milieu rural pour faire, comment dire, une couverture sanitaire satisfaisante? La réponse est malheureusement non. Ça fait des années maintenant qu'on tire la sonnette d'alarme au niveau des associations de vétérinaires parce que on a de plus en plus de mal à recruter. Alors chez nous, ça date depuis de plusieurs années. Ça s'est aggravé encore comme dans bien d'autres secteurs suite au Covid. Mais c'est vrai que le maillage vétérinaire dans la région et d'ailleurs comme dans toute la France a du plomb dans l'aile et on essaye de trouver des solutions pour attirer des jeunes confrères dans le milieu production animale. On manque de vétérinaires ou on manque de vétérinaires en milieu rural? Eh bien, je dirais les deux. Les deux, puisqu'on ne sort pas assez de... Les écoles françaises, voire même européennes, ne sortent pas assez de vétérinaires. Mais ça, c'est encore accentué dans le milieu rural. Pourquoi ? Parce que les attentes sociétales des jeunes ont changé. C'est comme en médecine humaine. Donc, il manque de médecins, mais il manque surtout de médecins en milieu rural. Parce que les jeunes maintenant préfèrent s'installer dans les grandes villes ou en tout cas aux portes des grandes villes où il est possible de mener à bien et la vie professionnelle et la vie sociale, je dirais. Et donc forcément, dans nos milieux ruraux, on a de plus en plus de mal à attirer les jeunes. J'étais en voiture avec un vétérinaire dans le cadre d'un reportage il y a quelques semaines. Il me disait... Je suis déprimé pour deux choses. Premier point, parce que le secteur de l'élevage va quand même de moins en moins bien de façon chronique, même s'il peut y avoir des périodes où ça va peut-être un petit peu mieux. Donc je vois très bien que l'élevage commence à disparaître. Et puis deuxième point, je fais des kilomètres et des kilomètres en voiture. C'est vrai que c'est un des gros problèmes dans notre profession, c'est que le tissu d'élevage est en train de s'étioler dans beaucoup de régions, dont la nôtre. On a des exploitations qui sont historiquement des exploitations polyculture-élevage où l'atelier élevage, qu'il soit laitier ou allaitant, en fait prend énormément de temps et a une rémunération qui est moins importante que la culture. Donc forcément, quand il y a des choix à faire au niveau d'une exploitation, par exemple quand il y a la main-d'œuvre qui diminue, eh bien, ils ont forcément tendance à plutôt se tourner vers l'atelier culture et laisser tomber l'atelier d'élevage. Donc ça a comme répercussion que nous, vétérinaires, on doit faire de plus en plus de kilomètres pour soigner les animaux. On a de plus en plus de structures mixtes, donc des vétérinaires qui s'occupent et des animaux de rente et des animaux de compagnie, qui s'orientent plus vers les animaux de compagnie parce que c'est quelque chose de plus facile, ça demande moins de temps, c'est plus rémunérateur, tout comme dans les élevages, c'est exactement pareil. Et donc du coup, quand il y a une structure qui arrête l'activité rurale, les élevages qui sont suivis par ces structures-là doivent aller voir sur les vétérinaires voisins et forcément on augmente encore le rayon d'action de ces vétérinaires-là. Alors maintenant on va s'intéresser aux solutions. Si on fait le parallèle avec la médecine humaine, on pourrait se dire que peut-être il peut y avoir les mêmes remèdes qui peuvent être apportés à la médecine vétérinaire, notamment pour intéresser pourquoi pas les jeunes. Est-ce que quelque part sur le moyen terme, il ne faut pas rendre le concours veto moins sélectif? C'est un des plus sélectifs qui peut exister. Deuxième point, est-ce qu'il ne faut pas imaginer de nouvelles solutions pour aider les vétérinaires à venir justement travailler en zone rurale? Et puis, troisième point, est-ce qu'il ne faut pas faire la même mesure qui a été annoncée hier soir? Pourquoi pas permettre aux vétérinaires à la retraite de continuer sans cotiser à la retraite? Vous avez, les trois solutions sont bonnes. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, sinon il y a longtemps qu'on l'aurait trouvée.
Alors, si on reprend la première de vos hypothèses, donc la concours. la sélection des vétos, des étudiants en tout cas, c'est vrai qu'on a en France un système assez particulier qui est de sélectionner, comme les grandes écoles, sur un concours qui est difficile, qui a plutôt tendance à sélectionner des jeunes étudiants qui ont beaucoup de moyens intellectuels, je dirais, mais qui sont aussi plutôt d'origine citadine, entre guillemets. Et forcément, ceux-là, ils auront moins tendance à s'installer en campagne. Donc ça, c'est une des choses. Alors, on est en train d'y agir. Hein. Il y a notamment une 5e école vétérinaire qui vient d'ouvrir à Beauvais, à l'Institut La Salle. Donc c'est une école privée, contrairement aux écoles nationales vétérinaires qui sont publiques, et qui ont normalement la vocation d'attirer un petit peu plus d'étudiants d'origine agricole ou en tout cas d'origine rurale. Donc on espère que ça portera ses fruits. Bon, maintenant, ce n'est que dans 6 ans qu'on en verra les effets, donc on a encore un petit peu de temps de galère devant nous. Et puis après, on a une autre solution qui est en place déjà depuis un certain temps, c'est qu'on a de plus en plus d'écoles étrangères qui forment des vétérinaires français, donc d'origine française, hein, notamment la Roumanie, l'Espagne, le Portugal. Et ça, ce sont des gens qui, en général, donc n'ont pas suivi le cursus français, donc n'ont pas fait leurs 2 années de prépa et le concours, et qui passent directement en école, où là, la sélection se fait, je dirais, au fur et à mesure des écoles. C'est le système un petit peu universitaire, facultaire, comme en Belgique, par exemple, dont je suis issu, moi. Et donc, ces gens-là commencent à arriver sur le marché français. Donc voilà, ce sont différentes solutions au niveau de la sélection qui peut, dans le temps, arranger un petit peu les choses de ce niveau-là. Et faire travailler plus longtemps les médecins à la retraite, les vétérinaires à la retraite. Alors, ça, c'est je dirais, une belle idée. Le problème, c'est que le métier de vétérinaire rural, c'est pas un métier de tourpeau. Et moi qui ai 55 ans, je me dis que dans 10 ans, je ne suis pas sûr de pouvoir encore assumer le boulot dans les campagnes. Voilà, malgré tout, physiquement, c'est quand même un métier qui est compliqué. Et donc c'est une belle idée. Il y en a qui font. Hein. Moi j'ai un voisin de clientèle qui a 70 ans et qui va encore tous les jours soigner les animaux de ferme. Mais c'est loin d'être la majorité des cas. On a plutôt tendance à voir l'inverse, où les vétérinaires ruraux, après un certain âge, se réorientent plus vers la canine, qui est malgré tout plus facile. Plus rémunératrice. Et plus rémunératrice, tout à fait. Alors, il y a un vrai sujet d'actualité. Malheureusement, ici, dans la région, dans la Meuse, il y a eu donc l'apparition d'un cas de grippe, d'un foyer de grippe aviaire. C'est un vrai problème parce qu'on voit que ça repart très très fort, que le problème n'est pas réglé et ça pose un vrai problème de fond, c'est est-ce que l'abattage est réellement aujourd'hui un abattage massif, très très fort? Est-ce que c'est réellement la solution alors que la vaccination va ou devrait être disponible? Alors, c'est certain que l'abattage massif de volailles n'est pas une bonne solution et ce n'est pas une bonne solution pour personne. Hein, que ce soit pour les vétérinaires qui malheureusement ont à accomplir cette tâche, que ce soit pour la filière où c'est certain que l'éleveur qui voit partir des milliers de volailles à l'équarrissage ou à l'abattage ou à l'abattoir et qui se retrouve avec un atelier complètement vide, c'est très compliqué et économiquement et psychologiquement. Et ce n'est pas non plus une solution durable, puisque malheureusement le réservoir de la grippe aviaire est dans la faune sauvage et partout dans la faune sauvage. Hein. On a eu des cas cette année-ci sur le territoire français partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, c'est quelque chose qui va intervenir durablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison dans 1 an, 2 ans que le virus quitte le réservoir sauvage. Alors,
la solution, je dirais, momentanée, qui est de gérer au coup par coup le foyer et donc de protéger les zones qui les entourent avec des contraintes ou d'abattage ou de biosécurité. Ce sont, voilà, pour l'instant on ne peut rien faire d'autre, mais c'est vrai que vous parliez de la vaccination qui est techniquement Au point. applicable et au point. Le problème, il est principalement maintenant au niveau des échanges. C'est-à-dire que dès l'instant où une zone a décidé de mettre en place la vaccination contre l'influenza aviaire, eh bien, ça coupe du coup la possibilité d'échanges commerciaux et à l'intérieur de l'Europe et envers les pays tiers. Alors, et ça, il faut que vous expliquiez bien. C'est qu'effectivement, on a la vaccination qui est possible, mais si on vaccinait, on ne pourrait plus demain exporter. Et là où on est en plein paradoxe, c'est que la maladie est présente partout, qu'on va devoir vivre avec, qu'on sait que dans une phase première, le fait d'abattre pouvait être envisageable, qu'aujourd'hui on est en du massif, que demain on va vacciner forcément et qu'on est dans un pas de temps où il faut prendre une décision qui va certainement nous couper sur le plan économique, le fait d'exporter, mais à la fois on importe beaucoup de volailles. C'est ça le paradoxe. c'est un paradoxe apparent, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est importateur net de volailles, par contre on n'importe pas la même chose que ce qu'on exporte. Et donc le fait de se couper les capacités à l'export, ça aura un retentissement important sur l'équilibre économique des filières, parce qu'on va se retrouver avec des denrées en trop qu'on ne pourra plus exporter et toujours avec une obligation de pouvoir importer. Donc c'est la décision de la vaccination, de mettre en place la vaccination, je pense qu'elle est inéluctable, mais il y a un temps incompressible qui va être, je dirais, obligatoire pour pouvoir s'entendre sur une zone économique, et on pense d'abord en premier lieu à l'Europe, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords multilatéraux au niveau de l'Europe pour dire que une large zone, puisque de toute façon tous les pays européens sont atteints de grippe aviaire peu ou prou, et donc il va falloir s'entendre sur la vaccination d'un ensemble de zones au sein de laquelle, en fait, les échanges commerciaux resteront possibles. Et vous avez très bien posé ou résumé le problème, c'est qu'on est dans un pas de temps politique, de discussion, d'échange, mais dans tous les cas, on va y aller, sauf que dans ce pas de temps de discussion, d'échange administratif aussi, et c'est l'Europe, c'est les pays européens qui doivent se mettre d'accord, c'est l'administration qui doit rapidement faire appliquer la possibilité de vacciner, on va avoir des élevages qui vont se retrouver dans ces conditions compliquées, difficile sur le plan moral, des vétérinaires aussi qui vont être impliqués là-dedans et des milliers d'animaux qui vont être abattus. C'est vrai. Et là, je pense que en attendant ça, parce que bon, il n'y a pas d'autres solutions, il y a quand même, il faut rappeler que la seule façon de protéger les élevages, c'est d'appliquer, de mettre en place des mesures de biosécurité strictes, puisque le réservoir, il est bien dans le milieu sauvage. Et donc, il faut absolument s'interdire tout contact entre la faune sauvage et les élevages. Alors, ça se fait par différents biais, hein. Donc, il y a maintenant tous les éleveurs en production avicole sont formés au niveau de la biosécurité. Notamment d'ailleurs en partenariat avec les vétérinaires et les groupements techniques vétérinaires, hein, qui sont responsables de cette formation, entre autres, avec les organisations professionnelles agricoles. Et ça, c'est vraiment quelque chose des principes de base de protection de ces élevages, c'est l'application stricte de ces mesures de biosécurité. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera momentanément à éviter des problèmes de contamination. Stéphane Dehoux, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Merci aussi. Puis merci à vous. Plus largement des intrants Ça pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier temps. votre avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare